Chapitre 7 Vendredi 21 décembre. Comme le veut la tradition, nous sommes réunis chez Laurie pour célébrer le début des vacances de Noël et faire notre échange de cadeaux. Ses parents sont absents et Christelle, sa grande sœur, a prévu regarder un film avec son chum. Elle est cool, Christelle. Elle nous a acheté un paquet de cigarettes et tout ce qu'il faut pour préparer du vodka Red Bull. Ça va me faire du bien pour me changer des idées. Ce matin, j'ai vu maman qui sortait de sa salle de bain drapée dans une petite serviette. Elle avait sur la cuisse une bleue de la grosseur d'une assiette. Je sais que c'est Michel qui lui a fait ça. Je sais aussi que si je lui en parle, elle me racontera qu'elle s'est cognée contre un meuble. Avant, ma mère et moi, on se disait tout, mais depuis que Michel est entré dans sa vie, elle me ment. Tout a changé et je me sens perdue. Anaïs et Marianne vont mettre de la musique. Laurie fouille dans la garde-manger à la recherche de sacs de chips. Christelle est en train de préparer des cocktails pour tout le monde. Je m'approche d'elle. « T'es sûre que ça va être bon? »« Certaine, répond-elle en souriant. Moi, c'est toujours ça que je bois quand je veux faire le party. Ça goûte meilleur que la vodka toute seule et ça garde éveillé longtemps. Je me dis qu'effectivement, c'est parfait pour nous. Merci en tout cas. Elle tourne la tête vers moi et me regarde avec insistance. Qu'est-ce que j'ai? Un moustache de lait au chocolat? Un gros bouton qui vient de me pousser sur le nez? Ça va, Léo? T'es toute pâle. T'as pas l'air dans ton assiette. Je me secoue et me force pour afficher mon sourire le plus convaincant. Ben oui, pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, c'est un feeling. Tu devrais peut-être pas boire ce soir. Disant cela, elle attrape 2 verres et va rejoindre son chum, qui l'attend au sous-sol. Je saisis le petit plateau sur lequel elle a pris soin de poser nos 4 verres et rejoins les filles au salon. Tout en buvant nos drinks et en mangeant des chips, nous déballons des cadeaux. De plus en plus déchaînés, nous hurlons comme des folles. Avec Marianne, je retourne à la cuisine pour préparer d'autres drinks, tandis que Laurie roule un joint. Puis, nous sortons fumer sur la terrasse, nos verres à la main, grelottant. On pourrait inviter les gars, propose Laurie. Je pensais que c'était une soirée de filles, enchaîne Anaïs. Ah, toi, t'es juste jalouse parce que tu n'as pas de chum. Court moment de silence. Laurie n'est pas super délicate des fois. J'ai peut-être pas de chum, mais je l'ai fait la fin de semaine dernière, nous annonce Anaïs comme si de rien n'était. Je manque de m'étouffer avec ma fumée. Laurie et Marianne ont l'air aussi abasourdées que moi. T'as fait quoi au juste? Demande Marianne, même si nous savons toutes très bien de quoi parle Anaïs. Ben l'amour, cette affaire. Quoi? Anaïs, la sage Anaïs, toujours en train de sermonner tout le monde à coucher avec un gars qui n'est même pas son chum et elle nous en parle que maintenant? Devant notre insistance, Anaïs nous raconte que samedi dernier, elle a accompagné une de ses cousines à un party et qu'un gars de 19 ans a passé la soirée à la cruiser. Comme elle avait bu quelques verres et qu'elle a trouvé pas mal cute, elle a accepté qu'il la raccompagne chez elle. Il ne s'est pas rendu directement. Il s'est plutôt garé au bout d'un petit chemin de terre et c'est là, sur la banquette arrière, qu'ils ont fait. Mais ce gars-là, tu le connaissais même pas. Ça aurait pu être une maniaque, s'écrie Marianne. Me souvenant de ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai dit un truc de genre, je n'ose rien ajouter, même si j'en pense pas moins. Elle est folle ou quoi? Elle aurait pu se faire violer ou, pire, tuer. Anaïs, la plus naturellement du monde, prend une cigarette dans le paquet commun, posé sur la table et l'allume. Tu fumes maintenant? Demande Marianne. Depuis quand? Ben, depuis aujourd'hui, répond-elle, l'air énigmatique. Je suis pas aussi plate que vous pensez. Coup donc, as-tu autre chose à nous dire? Un coup parti? L'interroge Laurie. Ne laissant pas à Anaïs l'occasion de répondre, elle enchaîne. Avec les gars, vous avez utilisé un condom, au moins, j'espère? Mais oui, je suis pas épaisse, quand même. Plutôt rassurée, nous lui posons quelques questions sur ce fameux gars. Il s'appelle
Steven. Il habite à Toronto. On s'écrit sur Facebook, mais je ne sais pas si on va se revoir un jour. Je me sens un peu nulle. Laurie et Anaïs ont déjà fait l'amour, Marianne non, mais cela ne serait tardé avec tous les gars qui lui tournent autour. Et moi, je sors avec Mathieu depuis 2 semaines, mais on n'a encore rien fait. Je me sens pas pressée, mais peut-être qu'il est, lui. Je suis les filles à l'intérieur. Laurie et Marianne vont à la cuisine préparer de nouveaux drinks. Nous avons convenu de proposer à Mathieu, Justin et Éloi de venir nous rejoindre, mais un peu plus tard. Je m'assois par terre dans le salon et fixe Anaïs qui se dirige vers la salle de bain. Après ce qu'elle nous a dit, je crois que je ne pourrai jamais plus la regarder de la même manière. Ça ne lui ressemble tellement pas de coucher avec un gars le premier soir et, en plus, dans une voiture. Les filles reviennent avec les boissons et les pretzels. Je prends une gorgée de vodka Red Bull, mais la tête me tourne soudain. Je revois Michel gifler ma mère, cette dernière qui sort de la salle de bain, l'échymose énorme sur sa cuisse. J'essaie de me concentrer sur ma respiration, de calmer mon cœur qui s'emballe. Marianne pose une main sur mon genou. « Ça va, Léo? » me demande-t-elle doucement. Je sens que je vais vomir. Je me lève et me précipite dehors. L'air frais me fait du bien. Je titube jusqu'au fond de la cour et, à genoux dans la neige, je vomis. Lorsque je me redresse, je sens qu'on caresse mes cheveux, qu'on me pose sur les épaules une couverture. « Ça va aller, » me rassure Marianne. « Viens, il fait froid. » Il me semble que je m'étendrai ici dans la neige, que je resterai là jusqu'à ce que je sois toute engourdie. Sauf que Marianne me prend par la taille et nous retournons dans la maison. Je me sens un peu mieux, mais la tête me tourne encore. Je me laisse tomber sur le canapé. J'ai honte d'être malade le soir de notre échange de cadeaux. Laurie va chercher un bol à vomi, m'explique-t-elle, et un verre d'eau. Non, je veux mon drink. Non, Léo, t'es malade. T'as déjà trop bu. Trop bu? Mais on a toutes bu la même chose. Comment se fait que je sois malade et pas elle? J'ai l'impression d'être une petite fille à qui on vient se confisquer son jouet. Je tente à nouveau ma chance. Donne-moi mon verre, Laurie. Non, Léo, pas de question. T'es même plus capable de marcher. Je veux mon chum. Il va arriver bientôt. Rassurée, je pose la tête sur le coussin. Je ferme les yeux. Le visage méchant de Michel et les yeux pleins de haine semblent imprimés sur mes rétines. J'ai mal au cœur et je veux penser à autre chose. En tout cas, c'est la dernière fois que je bois. Quand je me réveille, combien d'heures plus tard, aucune idée, je constate que je suis couchée dans la chambre d'amis et que Mathieu dort à mes côtés. Je suis en sous-vêtements. Est-ce qu'on a fait l'amour sans que je me rende compte? Je ne me souviens plus de rien et j'avoue que je capote. En plus, j'ai l'impression que la tête va m'exploser. Mathieu ouvre un œil. « Salut, ma belle. »« Salut. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé hier soir? » « Ben, quand je suis arrivée avec les gars, tu dormais sur le sofa. On a pris une bière et là, tu t'es réveillée. Je t'ai aidé à monter dans l'escalier, puis on s'est installé ici. On a parlé pendant 1 heure peut-être, puis on s'est endormi. C'est tout? On n'a pas... Mathieu sourit. Non, on l'a pas fait. Inquiète-toi pas. On s'est juste collé. Oh, cela me rassure. Mais, poursuit-il à propos de ce que tu m'as dit sur ta mère et son chum, je me redresse d'un coup. Je t'ai raconté quoi au juste? Que Michel frappait ta mère. Oh, ça. C'est arrivé juste une fois, c'est rien, que je m'exclame en tentant de prendre un air détaché. Mathieu pose une main sur mon bras. Léo, tu m'as dit que c'était arrivé plusieurs fois. Et je te crois, tu sais. Les larmes me montent aux yeux. Mathieu m'attire contre lui et je me mets aussitôt à pleurer, sans plus pouvoir m'arrêter. Ça fait mal. Je te laisserai pas tomber, Léo. Je t'aime. En retournant chez moi en joguant, je me sens soulagée, plus légère. Maintenant, quelqu'un d'autre que moi connaît le secret de ma mère. Je ne suis pas toute seule. Même s'il ne trouve pas que c'est une bonne idée, Mathieu a fini par me promettre qu'il ne ferait rien, qu'il ne dirait rien à personne. Pour l'instant, en tout cas.
Les paroles de ma mère me font vraiment peur, car s'il fallait que Michel soit encore plus violent avec elle, je crois bien que je perdrais la tête. Mais au moins maintenant que Mathieu est au courant de la situation, je n'aurai plus besoin de me cacher pour pleurer, plus besoin de mentir. C'est niaiseux, mais c'est comme si je me sentais tout enveloppée d'amour. Je voudrais tant que ma mère vive la même chose. Courir aussi, ça me fait du bien. Quand je cours, je suis au fond de mon corps et j'oublie de penser, de m'inquiéter, d'avoir de la peine pour ma mère, d'être en colère contre Michel. Ma mère pense que je suis folle de courir l'hiver, à moins 20 degrés, en espadrille, sur le trottoir glacé. Moi, je pense qu'elle est folle de rester avec Michel. Dimanche 23 décembre. Je suis seule à la maison et je décide d'en profiter pour naviguer tranquillement sur Internet. Je viens à peine de m'installer qu'on sonne à la porte. Par la fenêtre du salon, je reconnais tout de suite la voiture de Geneviève. Je lui ouvre et, comme il fait froid glacial, elle se dépêche d'entrer. Nous nous embrassons et elle me demande si ma mère est là. Non, elle vient de partir faire des courses avec Michel et Sabine. Geneviève a l'air déçue. Mais tu peux l'appeler sur son cellulaire, que je m'empresse d'ajouter. Elle soupire, puis inspecte le salon du regard. J'ai déjà essayé de la joindre plusieurs fois. Soit elle ne répond pas, soit elle prétend qu'elle est occupée et qu'elle va me rappeler. Mais comme elle ne me rappelle jamais, j'ai décidé de passer la voir. Je me tortille en mèche de cheveux, mal à l'aise. Geneviève reprend la parole. Léo, qu'est-ce qui se passe? Il me semble qu'Elsa n'est pas comme d'habitude en ce moment. Je baisse les yeux. Elle me touche doucement le bras. Tu sais que tu peux tout me dire, hein, Léo? Je hausse la tête, retenant les larmes, gardant les pupilles obstinément fixées sur le bout de mes pantoufles. En tout cas, dis à ta mère que je suis passée, d'accord, et que j'attends son appel. Je la regarde partir. Il aurait été si facile de me confier à elle. Elle connaît bien ma mère et, en plus, elle est psychologue. Je suis certaine qu'elle aurait su quoi faire, trouver les bons mots. Peut-être quand même, comme Mathieu, elle aurait promis de garder le secret, mais je ne suis pas prête à prendre ce risque. Lundi 24 décembre. Depuis toujours, ma mère invite les gens à la maison pour le réveillon. D'habitude, il y a son amie Catherine, ses deux sœurs avec leurs maris et leurs enfants, plus 2 ou 3 autres personnes. La maison est pleine de monde. Les enfants courent partout et on a bien du fun. Mais cette année, elle n'a invité personne. Elle nous explique à Sabine et moi qu'elle préfère qu'on passe une petite soirée tranquille en famille. Sabine est déçue, elle pleure. Je la prends sur mes genoux, caresse les cheveux. Mais maman, c'est Noël quand même. On pourrait au moins inviter 3 ou 4 personnes. Ma mère soupire. Ce n'est pas si simple, Léo. Elle s'interrompt. Michel est en train de descendre l'escalier. Il passe devant nous et nous lance un regard soutenu. Je n'ai plus besoin d'explications. C'est à cause de lui. Michel déteste les gens et, en plus, il est hyper jaloux. Ma mère prend sa tasse de thé posée sur la table basse. Je remarque que ses mains tremblent. La soirée est interminable. Personne ne semble véritablement détendu. Même ma petite sœur, qui en temps normal devrait courir partout et se faire une cabane dans le salon avec les coussins du canapé, a l'air aguée dans sa robe de princesse. En attendant minuit, nous jouons à des jeux de société. Je vois bien que Michel fait les efforts pour être gentil, mais je me méfie. Ma mère, de son côté, ne parle presque pas. Elle a l'air éteinte. Ça me fait de la peine. Un peu avant minuit, ses sœurs appellent pour nous souhaiter un joyeux Noël. Ma mère rigole au téléphone. Michel se met à bouder. J'ai peur qu'il se fâche. Je lui offre un autre verre de vin, qu'il boit d'une traite. Serre-moi encore un. Pas de s'il te plaît, pas de merci. Mathieu m'a dit que souvent les gens violents ont été maltraités durant leur enfance. Est-ce que c'est le cas? Je profite du fait que ma mère a le dos tourné pour me servir aussi du vin. Est-ce que tes parents sont toujours vivants? Que je m'informe auprès de Michel. Il me regarde d'un air soupçonneux.
Pourquoi tu veux savoir ça? Juste de même, pour parler. Je ne vais quand même pas lui demander si son père le battait quand il était petit. Ma mère est morte du cancer il y a 3 ans, puis mon père, c'est un esti de chien sale. J'attends juste ça, qu'il crève aussi lui. Ah, ok. Disons que je me donne une bonne idée de sa situation familiale. Je prends une longue gorgée de vin. Sabine, n'en pouvant plus d'attendre le Père Noël, s'est endormie sur le sofa. Ma mère raccroche et vient s'asseoir à table avec nous. Tout le monde vous souhaite un joyeux Noël, dit-elle en se servant d'un verre à son tour. Ils sont tous chez Constance ce soir. Constance est la plus jeune sœur de ma mère. Elles sont très proches tous les deux. Je suis sûre que si elle savait ce qui vit ma mère, Constance ferait quelque chose, elle. Ça fait quand même bizarre de ne pas être avec eux ce soir, poursuit-elle. Puis moi, je suis rien pour toi, c'est ça? Demande Michel. Ce n'est pas ça que je veux dire. Trop tard. Michel se lève et envoie le contenu de sa coupe au visage de ma mère. Le vin rouge lui coule dans le cou, tache sa jolie robe blanche. Je m'empresse d'aller chercher des serviettes. Va te changer, dit Michel à ma mère. De toute façon, t'as l'air d'une pute habillée comme ça. Tandis qu'elle monte à sa chambre, je m'empresse de tout nettoyer. Je sens mon cœur s'emplir de peine et de colère. J'aurais envie de sauter sur Michel, de lui arracher les yeux. Comment peut-il être aussi méchant? Une fois le vin essuyé, je monte rejoindre ma mère. Assise au pied de son lit, elle fixe le sol, l'air perdu. Je m'approche d'elle, doucement. Il faut faire tremper ta robe, maman. Enlève-la. Elle s'exécute. Je lui prends son vêtement des mains. Elle est belle, cette robe-là. T'avais pas l'air d'une pute dedans. Elle lève les yeux sur moi. Je n'aurais pas dû parler de ma famille devant Michel. Je m'excuse d'avoir gâché la soirée, Léo. Je n'ose pas dire à ma mère que, pour moi, la soirée était déjà ruinée avant même d'avoir commencé. La soirée est pas gâchée, maman. Allez, change-toi. On va mettre les cadeaux sous l'arbre et on va réveiller Sabine. Et je sors de sa chambre en sifflotant une air de Noël. J'ai l'impression d'être devenue la mère de ma mère, une mère qui essaie de réparer l'irréparable. Dès le lendemain matin, je prépare mon sac pour aller chez mon père. Il ne vient nous chercher qu'à 16 heures, mais je me sens impatiente de quitter la maison. Je n'ai jamais beaucoup apprécié Valérie, mais là, soudain, c'est comme si j'avais envie de la voir. Elle est peut-être chiante, mais elle, au moins, elle est normale. En ce moment, j'ai juste besoin de ça, une vie normale, dans une famille normale. Avant de descendre déjeuner, j'appelle mon chum, qui est chez ses grands-parents à Rimouski, pour lui souhaiter joyeux Noël. Je lui raconte ce qui s'est passé hier. Ben voyons donc, ça peut plus continuer comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose, Léo. Je vais t'aider. Quelque chose comme quoi? J'ai pas envie que la situation s'aggrave à cause de moi. J'entends Mathieu qui soupire. Écoute, je vais voir ce que je peux trouver à l'Internet, puis on se reparle, OK? Ben non, laisse tomber les recherches. Je suis sûre que ça va s'arranger tout seul, de toute façon. Je ne suis pas certaine que de me croire moi-même. En tout cas, Mathieu, lui, n'est pas dupe. Je pense pas, moi. Faut que je te laisse. Tu peux m'appeler n'importe quand, OK, Léo? OK, merci d'être là. Je t'aime. Moi, je t'adore. Ma mère et Michel rigolent en préparant le déjeuner. C'est louche. Tu as vu le beau bouquet que Michel m'a offert? Me demande ma mère. Ce serait difficile de ne pas le voir. Il prend toute la table de salle à manger. Super, dis-je d'une grande conviction. Ma mère s'approche et m'entoure l'épaule de son bras. Tu sais, tout le monde peut commettre des erreurs. Elle veut parler de l'épisode du verre de vin, je suppose. J'agis comme si de rien n'était. Je regarde Sabine qui joue avec ses nouveaux jouets, pourvu que personne ne lui fasse du mal à elle. Et en plus, poursuit ma mère, toute réjouie, il va nous préparer un super souper ce soir. Ça fera du bien à ma mère de manger un super souper, pour une fois. J'ai remarqué que depuis que Michel a commencé à être violente avec elle, elle semble avoir perdu l'appétit. Elle, qui était plutôt
gourmande avant. D'ailleurs, elle maigrit à vue de l'œil. Je me dis aussi qu'elle doit vraiment être amoureuse de lui pour être contente comme ça, alors que hier soir, il lui a envoyé un verre de vin en plein visage en la traitant de pute. Il me semble que si Mathieu se comportait comme ça, je ne voudrais plus jamais le voir. Nous allons passer la soirée chez mes grands-parents paternels. Dans la voiture, Sabine n'arrête pas de parler. Elle décrit en détail à Valérie tous les cadeaux qu'elle a reçus. En temps normal, cela n'aurait probablement agacé, mais aujourd'hui, je suis juste contente d'être avec des gens bons, de bonne humeur. Mon père me regarde dans le rétroviseur. Je lui souris. La maison est pleine de gens et de musique. Presque tout le monde dans ma famille de mon père, qui a 5 frères et sœurs, joue d'un instrument, à commencer par ma grand-mère, qui a été une pianiste professionnelle. À notre arrivée, ceux qui ne sont pas en train de jouer viennent à tour de rôle nous embrasser et nous souhaiter un bon joyeux Noël. Je remarque que Valérie a l'air mal à l'aise, puis je me dis qu'elle ne connaît probablement pas la moitié des personnes présentes. Ça doit être intimidant quand même. Ma cousine Célia, de 2 ans mon aînée, m'attrape par le bras et m'entraîne au sous-sol, devenu pour l'occasion le repère des jeunes. Sabine est déjà là, en train de sauter sur les fauteuils avec les enfants de son âge. Elle ne perd pas de temps, celle-là. Dis donc. Et Léo, comment ça va? La petite m'interpelle Manu. Je m'approche de lui en souriant. Manu a 18 ans et c'est un vrai bum. Je ne suis pas même certaine qu'il ait terminé sa 5e secondaire. Salut Manu, ça fait longtemps, non? Dis donc, t'aurais pas de cigarette? Ma petite cousine a commencé à fumer? Demande-t-il d'un ton moqueur. J'excuse d'un sourire coupable en guise de réponse. Viens, je vais te montrer le spot. Le spot? Nous sortons par la porte du sous-sol. Célia est là, ainsi que quelques autres jeunes de ma famille et deux de leurs amis. Manu et moi, nous avançons vers eux. Salut tout le monde, joyeux Noël, que je lance à la cantonade. Salut Léo. Manu m'offre une cigarette. Ma cousine Flore prend une bière dans la caisse posée à ses pieds et me l'attend. J'hésite tout d'abord un peu puisque mon père est en haut et qu'il me croit sage comme une image, mais je me dis que ça me détendra. Et puis, je ne veux pas avoir l'air plate. Nous restons là un moment à boire et à fumer, alors que les légers flacons se posent sur nos épaules. 1 puis 2 joints passent. Je fume un peu, mais pas trop. Je n'ai pas envie d'être malade. On rit, on se raconte des souvenirs de famille. Tout le monde est sympa. Je sens que je fais partie de la gang. De retour à l'intérieur, Célia et Flore m'entraînent dans la salle de bain. Célia sort de sa poche une petite sac contenant des bizarres machins bruns tout secs. C'est quoi? Des champignons magiques. Tu vas voir, on va trop délirer. Ça va être vraiment cool. C'est de la drogue? Mes cousines pouffent de rire. Plutôt des bonbons pour les ados, répond Flore, en commençant à mâchouiller un bout du champignon. Célia m'entend un morceau. Je te préviens, ça goûte vraiment dégueu, par exemple. Je prends une petite bouchée. Urgh, c'est vrai que c'est dégueu. Le cœur me lève et, même tout en écoutant Flore qui me dit que ça ne fera pas l'effet tout de suite, je finis d'avaler ma part. Au bout de quelques minutes, mine de rien, nous sortons de la salle de bain et rejoignons les autres qui jouent au baby-foot. Sabine vient me faire un câlin. Ça va, Sabinou? T'as vu papa? Il est en haut? Je ne sais pas, me répond-elle avant de s'enfuir au courant. Au bout de 20 minutes, je commence à me sentir bizarre, un peu comme quand je fume un joint, mais en plus intense. Je cherche mes cousines de regard, mais elles ne sont nulle part. Je m'approche de Manu. Tu viens fumer? Me demande-t-il. OK. Alors que nous nous dirigeons vers la porte, je remarque que les contours des objets sont flous. Mes pensées, au contraire, sont ultra claires. Je flotte au-dessus des choses et des gens, parfaitement en contrôle.
Mes cousines sont dehors. Bonsoir, mesdemoiselles, leur dirent-je en faisant une petite révérence. Je suis la reine des neiges. Célia s'écroule littéralement de rire. Sans trop savoir comment, je me retrouve bientôt avec Flore et elle, couchées dans la neige. Je m'esclaffe tellement que j'en ai mal au ventre, des crampes aux joues et les yeux qui pleurent. Je crois que je n'ai jamais ri comme ça de ma vie. Tout en fumant une cigarette, Manu nous observe avec l'air de celui qui en a vu d'autres. Au bout de quelques moments, j'ai complètement perdu la notion du temps. Il nous tend la main pour nous aider à nous relever. Nous retournons dans la maison en nous tenant par la taille. À l'intérieur, je tombe nez à nez avec Valérie. Où étais-tu, Eleanor? Je te cherchais partout. Ah, j'étais dehors. Je fais un gros effort pour avoir l'air normal. Dehors? Tu fumes? Euh, oui, des fois, mais le dis pas à papa, OK? Elle hésite un moment. Je réprime une folle envie de me remettre à rigoler. C'est bon. Tu sais, je comprends ça. J'ai déjà été jeune, moi aussi. Ah, vraiment? C'est une sacrée philosophe, cette Valérie. Je vois que mes cousins et cousines montent à l'étage. Je suppose que le repas est prêt. Je n'ai absolument pas faim et surtout pas du tout envie de voir mon père. Si Valérie la folle ne se rend compte de rien, je suis sûre que lui, il s'apercevra tout de suite que je ne suis pas dans mon état normal. La formule bouffée me convient parfaitement. Je rejoins vite Célia et Flore et, tout en remplissant nos assiettes, nous nous faisons discrètes. À vrai dire, je tente surtout et par tous les moyens d'éviter de croiser mon père. Tout se passe bien jusqu'à ce que ma tante Louise vienne s'installer avec nous et, avec son accent acadien, décide de nous raconter toutes sortes d'anecdotes. Nous rions aux larmes, plus capables de nous arrêter. Je vois Valérie parler à mon père, qui pose sur moi un regard désapprobateur. Elle est probablement en train de lui raconter que je semble bizarre et que peut-être même que je fume. Elle m'a laissé entendre qu'elle ne dirait rien, mais je ne suis pas certaine de pouvoir lui faire confiance. À son tour, mon père se penche vers son frère et lui glisse quelque chose à l'oreille. Tous deux me regardent. Mon père a-t-il deviné que j'ai pris des champignons magiques? Si c'est le cas, bientôt tout le monde sera au courant. Je me sens un peu mal. Je voudrais retourner au sous-sol, à l'abri du regard des adultes. Célia, comme si elle ressentait mon malaise, pose une main rassurante sur mon genou. C'est cool, Léo, respire, ça va aller, me conseille-t-elle. Après le souper, alors que les musiciens reprennent leurs instruments, nous, les jeunes, redescendons au sous-sol. Manu pose un petit au pied de l'escalier et lui demande de nous avertir si un adulte descend. Mon grand cousin sort une bouteille d'alcool de son sac et trouve sous la barre quelques verres à shooter. Flore et Célia préfèrent ne pas boire. Quand tu prends du moche, c'est mieux de ne pas boire. N'écoutant que mon désir de faire la fête, de planer le plus haut possible, au-dessus de la douleur qui me serre le cœur chaque fois que Michel frappe ma mère, qu'il la traite de tous les noms, je prends un shooter, et puis deux, et puis trois. Avec Manu, mon cousin Carl et son ami Jérémy, on se met à danser et à déconner sur de la musique chrétienne. Jérémy enlève son chandail, le fait tournoyer au-dessus de sa tête. Il me prend par la taille, me colle un peu. Ça ne me dérange pas, je trouve même ça plutôt rigolo. Mais lorsqu'il glisse ses mains dans mon chandail, je panique. Les mots pute et salope résonnent dans ma tête. Je la repousse, je n'ai plus envie de rire tout à coup. Mes pensées deviennent plus sombres encore que la nuit. Je m'enfuis, sors en titubant et me jette dans la neige. Je n'habite plus mon corps. Des images atroces me traversent l'esprit. J'ai l'impression que je vais mourir. Au bout d'un moment, 1 heure ou 2 jours, je n'ai aucune idée. Des mains me touchent, les bras me soulèvent. J'entends les voix que je ne reconnais pas. Quelqu'un me transporte. Je crie « Non !» On m'installe dans une voiture, on me couvre avec une couverture.
J'ai froid. Je grelotte. Je tremble. Tout m'échappe.